Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous recevons encore une fois Larry Johnson, ancien analyste de la CIA, qui a aussi travaillé au Bureau de la lutte contre le terrorisme du département d'État américain et qui est un auteur très actif sur le site Sonar 21. Je mettrai un lien dans la description. Merci d'être de retour parmi nous, Larry. Il y a beaucoup de choses à aborder aujourd'hui. La guerre avec l'Iran s'intensifie très vite et il semble de plus en plus probable qu'on se dirige vers un conflit de grande ampleur. Ces derniers jours, on a déjà vu que les États-Unis ont frappé l'Iran et que l'Iran a riposté. On voit donc que les bombardements israéliens sur le Liban se sont intensifiés et il semble qu'ils vont commencer à frapper Beyrouth. Apparemment, les États-Unis ont donné leur feu vert pour cela. L'Iran, de son côté, a réagi en affirmant que tous les fronts sont liés au cessez-le-feu. En d'autres termes, on ne peut pas attaquer le Liban sans s'exposer à une riposte. L'Iran s'est ensuite retiré des discussions avec les États-Unis. Et dans les médias, on entend toutes sortes de rumeurs, des hypothèses sur ce qui pourrait se passer. Par exemple, certains disent que l'Iran pourrait bloquer la mer Rouge. C'est difficile à suivre, tout va extrêmement vite. Alors je me demandais si vous pouviez nous donner une vue d'ensemble claire de la situation actuelle. Oui, alors ça a commencé vers 10 heures ce matin, heure de la côte Est. Donc j'imagine que ça fait environ 15 heures chez vous. Vous avez 5 heures de décalage avec moi. 6, d'accord. Donc il est 16 heures chez vous, ce qui veut dire que vous êtes déjà debout bien tard. Merci d'être là quand même. Et l'Iran a dit, très bien, on arrête de parler avec les États-Unis. Parce que dans le cessez-le-feu initial, l'accord prévoyait qu'Israël n'attaquerait pas le Liban, pas seulement Beyrouth, mais le Liban tout entier, et qu'il mettrait fin à ses attaques contre les Palestiniens. Or, au lieu de ça, il continue. Alors l'Iran a dit, on se retire, on ne participera plus à aucune discussion, on ferme le détroit d'Ormuz. Jusqu'à présent, l'Iran avait quand même laissé passer plusieurs navires. Et ils ont dit, on va tout fermer à nouveau, un arrêt complet. On va fermer le détroit de Bab el-Mandeb. Il sera complètement bloqué. Pour l'instant, ils ne l'ont pas encore fait. Je pense qu'ils donnaient aux États-Unis environ 24 heures pour voir s'ils allaient revenir à l'accord initial qui avait été signé. Ça a attiré l'attention de Trump, parce qu'à peine une heure après cette annonce, Trump était déjà au téléphone avec Bibi Netanyahou. Et c'est là que ça devient confus. Selon Trump, l'appel s'est très bien passé et Bibi aurait compris qu'ils n'allaient pas bombarder Beyrouth. Mais ce n'est pas ce que demande l'Iran. Ce n'est pas seulement ne bombarde pas Beyrouth, c'est arrête de bombarder le Liban et arrête de tuer des Palestiniens. Stop. Eh bien, Israël n'est pas prêt à s'arrêter. Et depuis cet appel téléphonique, Trump a donné une version et Bibi Netanyahou en a donné une complètement différente. Ensuite, on a des gens comme Smotrich qui interviennent, Israel Katz, le ministre de la Défense, qui intervient aussi, et Ben Gvir qui s'en mêle. Et visiblement, Israël ne s'est pas arrêté. Et là, il y a un point inquiétant. L'un des porte-paroles des gardiens de la révolution iranienne, le corps des gardiens de la révolution islamique, a lancé cet avertissement. Si vous vivez dans le nord d'Israël, qu'ils appellent les territoires occupés du nord, si vous êtes dans le nord d'Israël, partez, parce qu'on va vous frapper. C'est sans ambiguïté. Je pense que dans les prochaines 24 heures, on va voir l'Iran reprendre ses attaques contre Israël avec des missiles balistiques et des drones visant le nord du pays. Donc, clairement, la situation s'intensifie. Maintenant, que fait les États-Unis? Pour l'instant, du côté militaire, ils ne se mettent pas vraiment en mouvement. Et quand je dis se mettre en mouvement, qu'est-ce que je veux dire? En gros, c'est le moment où les ordres de mission aérienne sont envoyés. On dit à telle escadrille, voilà vos cibles,
voilà où vous allez frapper, voilà quand vous allez décoller. Beaucoup de ces plans sont déjà préprogrammés, parce qu'ils ont été préparés il y a peut-être 6 ou 8 semaines. Mais on ne peut pas juste les ressortir en se disant « bon, c'était bon il y a 8 semaines ». Non, il faut tout reprendre et tout vérifier. Vous savez, c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés dans cette histoire, avec la mort de ces filles à l'école d'Al-Minab le 28 février. Ils ont utilisé des plans déjà existants, préparés auparavant, avec des informations dépassées. Ils ne les avaient pas mis à jour, ils n'avaient rien vérifié. Alors maintenant, je pense qu'une des conséquences pour les nouveaux ordres de mission aérienne, c'est qu'ils doivent aller sur place, vérifier et revérifier. Et puis, c'était intéressant de voir que Trump n'a pas perdu de temps pour appeler Netanyahou. Maintenant, Netanyahou dit exactement le contraire, qu'il n'écoute pas Trump. Et Trump, lui, affirme que peut-être Netanyahou l'a écouté. Donc, on verra bien, on saura vite. Si les attaques continuent à Beyrouth et dans le sud du Liban, alors je pense qu'on va voir l'Iran frapper Israël dans les 24 heures. Eh bien, c'est justement la leçon principale qu'on aurait dû tirer de la guerre. Les Iraniens sont capables de dissuader en montant les échelons de l'escalade face aux États-Unis. Donc toute cette idée selon laquelle les États-Unis et Israël pourraient simplement dire « Bon, faisons un cessez-le-feu limité, on ne frappera pas Beyrouth si vous ne touchez pas Israël. » Mais en revanche, le sud du Liban reste une zone ouverte. Eh bien, cette idée qu'ils pourraient décider de la manière dont la guerre doit se dérouler. Rien n'indique que l'Iran accepterait ça. Donc encore une fois, tout cela paraît très très prévisible. Mais selon vous, quel est le calcul aujourd'hui à Tel Aviv? Est-ce que les Israéliens, en bombardant le Liban, cherchent délibérément à empêcher Trump de conclure un cessez-le-feu prolongé ou un accord de paix avec les Iraniens? Ou bien est-ce simplement, disons, leur matter symbolique des jours? Oui, non, je pense que c'est un peu des deux. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Ils sont convaincus qu'ils peuvent battre le Hezbollah, ou du moins ils le croient. Et c'est pour ça qu'ils veulent faire exploser, détruire ce quartier. Tu sais, comme Katz ou Ben Gvir le disaient, rasez-le, rasez-le, rasez-le. Donnez-lui le traitement de Gaza en quelque sorte. Mais ce qu'on voit maintenant, avec les tactiques que le Hezbollah utilise, c'est intéressant. Leurs drones à vue subjective, reliés par fibre optique. D'abord, ils sont totalement insensibles aux contre-mesures de guerre électronique. Et ensuite, les opérateurs de drones n'ont plus besoin de se mettre en danger. Vous savez, ce n'est plus comme en 2006 quand ils tiraient avec un lance-roquettes posé sur l'épaule. À l'époque, il fallait sortir, se montrer un peu. Si vous pouviez voir le char pouvait vous voir aussi. Et c'est comme ça qu'ils ont perdu du personnel. Aujourd'hui, ça réduit les pertes du Hezbollah. En général, ils peuvent tirer depuis des bunkers souterrains. Donc il y a ça, et puis le volume, je ne sais pas quel pourcentage de pertes réelles on parle, morts au combat ou blessés. Certaines sources publiques indiquent qu'il y a bien plus de 1000 blessés. Le bilan officiel des morts, lui, était d'environ 24. À mon avis, ce n'est pas vrai. C'est beaucoup trop bas. Mais on estime qu'environ 400 chars Merkava ont été détruits. Ça fait beaucoup de chars. Je veux dire, Israël en a des milliers, enfin je crois quelques milliers, mais ça reste un nombre important, une perte importante de chars. Et quand on perd des chars, ça veut dire qu'on perd aussi du personnel. Maintenant qu'ils soient tués ou blessés, c'est encore autre chose. Donc le Hezbollah ne va pas arrêter tant qu'Israël ne se sera pas retiré du sud du Liban pour revenir dans le nord d'Israël. Et là, on en revient à la menace de l'Iran. Dites-leur de dégager du nord d'Israël, parce qu'on va les frapper. C'était ça le message.
parce qu'on ne dit pas aux gens de quitter une zone juste pour faire tourner une société de déménagement. Ils vont frapper cette zone. Oui. Alors, j'ai vu que le ministre israélien de la Sécurité nationale, Ben Gvir, disait qu'il fallait à chaque occasion dire oui aux États-Unis quand c'est possible et non quand c'est nécessaire. Et son argument, c'était que concernant une attaque contre le Liban, il est temps de dire non aux Américains ou au président américain. Oui, c'est quelque chose qu'Israël fera, quoi qu'en dise Trump. Et ça peut être vu comme une autre manière de ramener les États-Unis dans la guerre. Parce que si Israël commence maintenant à intensifier les attaques contre le Liban, l'Iran ripostera. Vous pensez qu'il y a une chance que les Américains restent en dehors de tout ça? Oui, je pense qu'au départ, oui. Parce que les États-Unis n'ont pas vraiment de bonnes options militaires. Tout ça, Trump, d'après Robert Barnes, et je pense que Barnes a encore de bons contacts, même s'il est aujourd'hui considéré comme un critique de Trump, il a été son avocat. Mais il a dit que Trump était terrifié à l'idée de se retrouver dans une situation à la Jimmy Carter, avec des otages américains retenus en Iran. Parce que, vous savez, dès le premier jour, le deuxième, le troisième, les médias commencent à compter depuis combien de temps les otages sont détenus. Et ça devient une sorte de baromètre de votre propre incompétence. Donc Trump n'a aucune envie de revivre ça. Et quand on regarde la situation, l'Iran est devenu plutôt doué pour abattre des drones. Et si vous êtes capable d'abattre un drone, vous pouvez potentiellement aussi descendre un F-16, un F-18, un F-35, un F-22 ou un A-10. Ce sont après les 5 grandes catégories d'appareils présents sur le théâtre d'opération. Eh bien, Trump, vous savez, il s'est aussi exprimé sur les réseaux sociaux. Il faisait valoir que grâce à son appel, comme vous l'avez mentionné, à Netanyahou, il n'allait pas marcher sur Beyrouth. En gros, il veut dire qu'il a réglé l'affaire. Oui, enfin, d'où ça sort ça? Qui a parlé d'aller marcher sur Beyrouth? Oui, c'était... Je veux dire, c'est Israël qui l'a fait. La dernière fois qu'ils ont fait ça, c'était, je crois, en 1982, il y a 44 ans. Ou 34 ans. Non, 44 ans. Donc oui, ils l'ont déjà fait. Ils avancent, puis ils se font attaquer, il y a des morts, des blessés, et ensuite ils se replient et rentrent en Israël. Mais quelle est la tactique de négociation là, en fait? Parce qu'on a l'impression que Trump se sabote lui-même, parfois. Vous voyez, ils essaient de faire avancer les négociations avec les Iraniens. Et puis soudain, Trump décide de relever les exigences des États-Unis alors que les premières demandes n'étaient déjà pas acceptables pour les Iraniens. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas comme si les Israéliens étaient les seuls à saboter ces discussions. Ils semblent très bien s'en charger tout seuls. En fait, il y a des parallèles troublants avec les négociations menées avec les Russes à propos de l'Ukraine. La position de l'Iran n'a pas changé depuis le début de la guerre, quand ils ont présenté d'abord le plan en 10 points, puis celui en 14 points. Et depuis le départ, leurs exigences sont les mêmes. La levée immédiate des sanctions, le déblocage des avoirs gelés, la reconnaissance de leur contrôle sur le détroit d'Ormuz et le report des discussions sur le programme nucléaire. Ils n'ont jamais dévié de cette ligne. C'est les États-Unis qui, sans cesse, essaient de modifier les sujets de discussion ou la position à adopter. Et l'Iran, de son côté, pensait avoir obtenu un accord sur ces bases, jusqu'à ce que les États-Unis, sous Trump, fassent de nouveau marche arrière. C'est pour ça, je pense, qu'il y a eu cette frustration vis-à-vis de Trump, aggravée par les actions d'Israël au Liban, qui sont devenues franchement intenables. Ils ont tué près de 4000 personnes, rien que ces 2 dernières semaines,
ou plutôt, voyons, ces 4 dernières semaines. Donc, ce cessez-le-feu a vraiment commencé à entrer en vigueur autour du 15 avril. Et il a duré depuis le 15 avril, donc environ 45 jours. En gros, un peu plus de 6 semaines, presque 7 maintenant. Mais voilà, l'Iran travaille avec les États-Unis pour faire passer des navires par le détroit d'Ormuz. Et ça a provoqué de nouvelles confrontations. Ce qui a ensuite conduit l'Iran à frapper la base au Koweït. Et remarquez bien, il ne semble pas que ces vols partent d'Arabie Saoudite, en tout cas pas particulièrement. Le Qatar, oui aussi. Si c'était le cas, alors l'Iran viserait les bases situées dans ces pays-là. Pour l'instant, le seul pays visé, c'est le Koweït. Et d'après ce qu'on m'a dit, c'est l'un des dossiers qui se négocie en coulisses avec les Pakistanais, les Saoudiens et les Qataris. Ils cherchent à obtenir le départ des États-Unis. Les États-Unis vont quitter le Golfe Persique. On verrait alors apparaître une nouvelle architecture de sécurité, une sorte de nouvelle alliance, appelons-la une version allégée de l'OTAN, une sorte d'OTAN pour l'Asie de l'Ouest, qui inclurait la Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Iran et le Pakistan. En gros, les 4 grands, ce qui pourrait être intéressant. Et puis l'Irak pourrait aussi s'y joindre. L'objectif, ce serait d'intégrer l'Irak, le Koweït, Bahreïn, le Qatar, ainsi que les Émirats arabes unis et Oman, pour en faire une responsabilité commune en matière de sécurité, sans présence américaine. Bon, alors, l'analogie avec l'OTAN n'est peut-être pas idéale, parce que dans ce type d'accord de sécurité, on fait généralement une distinction. L'OTAN, c'est un bloc militaire où, disons, le pays A et le pays B cherchent à se protéger contre le pays C, qui était la Russie. D'accord. Mais dans d'autres accords de sécurité, comme ceux dont on parle peut-être en ce moment au Moyen-Orient, il ne s'agit pas de se protéger contre un pays extérieur, mais de garantir la sécurité entre les membres eux-mêmes. Parce que franchement, personne n'imagine que l'Iran et l'Arabie Saoudite pourraient s'allier contre les États-Unis. Ça n'arrivera pas. Mais oui, je suis d'accord, c'est très important. Et je pense que c'est aussi dans l'intérêt de l'Iran de ne pas en faire un jeu à somme nulle, ou du moins d'en réduire cet aspect. Alors, selon vous, quelle est la portée du fait que l'Iran se retire de ces discussions? Parce que parfois, je repense à la façon dont Trump négociait avec les droits de douane. En gros, il arrivait en disant « Je vais vous mettre une taxe de 50%, puis il la ramenait à 15%. Et au final, la partie en face repartait contente, alors qu'il n'y avait rien avant. Et j'ai un peu l'impression qu'il a essayé de faire la même chose avec le Liban. Dire « Bon, on ne va pas bombarder les banlieues sud de Beyrouth, donc l'Iran devrait être satisfait. » Mais en gros, c'était « Voilà ce qu'on vous accorde. Maintenant, à vous de faire un pas vers nous. Laissez-nous au moins bombarder le sud du Liban. » Mais le fait que les Iraniens se retirent, c'est intéressant. Parce que jusqu'ici, pour plusieurs raisons, ils avaient gardé les discussions ouvertes en permanence. Ils étaient prêts à parler avec les Américains. Alors, selon vous, c'est juste une tactique de pression, ou bien ils ont vraiment renoncé à toute possibilité de diplomatie? Non, je pense qu'ils ont atteint une sorte de moment de rupture clair. Vous savez, si les États-Unis ne prennent pas ça au sérieux, ils vont pas rester liés à tout ça. Alors, Pepe Escobar et moi, on a reçu des informations l'autre jour, et Pepe est en train de les vérifier. On va voir. Je dois le rejoindre dans environ 1 heure, vers 17h30. On sera sur une chaîne animée par Zulfikar Ali, ça s'appelle Power Shift. Mais voilà ce qu'on a entendu vendredi dernier. On a confiance dans la fiabilité de ces infos, mais vous comprendrez pourquoi je reste un peu prudent sur certains détails. Le ministre des Affaires étrangères du Pakistan a parlé avec Marco Rubio et il lui a dit très clairement « Voilà où en est l'Iran en ce moment. Si cette situation n'est pas réglée, l'Iran va se retirer des négociations. » Et c'est exactement ce qui vient de se produire.
Ils vont se retirer du TNP, le traité de non-prolifération, et ils vont fixer une date pour la détonation d'un engin nucléaire. Oui. Alors, je suis allé à cette source, d'accord? Est-ce que tu es en train de dire, et c'est ce que Pepe essaie de confirmer, est-ce que tu dis que l'Iran a maintenant son propre engin nucléaire, ou bien qu'on le leur a donné, un autre pays comme le Pakistan ou la Corée du Nord? Et notre source dit, j'ai posé la question à ma source, il doit me rappeler. Donc, c'est une des choses qu'on essaie de vérifier. Mais jusqu'ici, ce qu'on nous a dit vendredi à propos de leur retrait, eh bien, ils se sont effectivement retirés. Donc ça, c'était vrai. On va voir si cette histoire de TNP est vraie aussi. Et si ces deux choses se confirment, alors je dirais qu'ils ne bluffent peut-être pas sur le reste. Je ne peux pas, tu vois, comme je l'ai dit, je ne peux pas encore le confirmer. On essaie d'obtenir une confirmation, mais ça montre bien que le niveau de frustration vis-à-vis de l'Iran est réel. Et ils n'agissent pas seuls, parce qu'ils ont eu jusqu'à présent le soutien total de la Chine et de la Russie. Les Chinois, eux, passent surtout par le Pakistan. Du coup, le Pakistan a joué un rôle de premier plan. Et c'est ça qui a créé une partie de la confusion en Occident. Les gens disent, mais enfin, le Pakistan est si étroitement lié aux États-Unis. Oui, c'est vrai. Ça l'a été en tout cas. Et cette relation remonte loin, jusqu'aux années 50 avec la CIA, puis au rôle que le Pakistan a joué pour soutenir les opérations de la CIA contre les Soviétiques quand ils étaient en Afghanistan dans les années 80. Et puis il y a tous ces entrepreneurs pakistanais qui ont gagné des millions de dollars grâce au gouvernement américain, qui avaient besoin d'acheminer des fournitures depuis les ports, tu sais, de Karachi jusqu'en Afghanistan, pour soutenir la présence américaine là-bas pendant 20 ans. Mais cela dit, il y a aussi une relation étroite entre le Pakistan et l'Iran dans leur lutte contre les Baloutches. La population baloutche, le mouvement du Baloutchistan, a toujours été une épine dans le pied à la fois du Pakistan et de l'Iran. Et sur ce point, ils ont en fait coopéré. Ensuite, il y a les relations du Pakistan avec les Saoudiens. Ils ont d'ailleurs signé, il y a 2 ou 3 semaines, un accord de sécurité avec l'Arabie saoudite. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'inefficacité de l'attaque militaire américaine, à mon avis, a réveillé beaucoup de doutes sur la fiabilité des États-Unis désormais. Et donc tout ça a un effet en cascade. Ça touche toute une série de relations différentes. Cette source nous a aussi dit, ou plutôt nous a écrit, que les Saoudiens et les Qataris, ainsi qu'Oman, ont décidé de prendre leur distance avec les États-Unis. Et le Qatar parle même de fermer la base aérienne d'Al-Udeid. Ce serait énorme si ça arrivait, parce que c'est la plus grande base américaine dans la région, et ça fait, mon Dieu, 30 ans qu'elle est là. Donc la situation est vraiment mouvante. Mais le fait que l'Iran, vous savez, on nous avait dit dans ce document vendredi qu'ils allaient se retirer du processus, et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Donc là-dessus, la source avait raison. Pour le reste, honnêtement, je ne peux pas vous dire. Eh bien, j'espère vraiment qu'ils ne vont pas utiliser une arme nucléaire. Ce serait extrêmement déstabilisant et franchement, ça isolerait leurs partenaires. En plus, ils ont marqué beaucoup de points ces derniers temps en termes d'image de la façon dont les gens perçoivent l'Iran. Je n'ai jamais vu un tel soutien pour l'Iran. C'était impensable. Je me souviens, il y a 23 ans, pendant l'invasion de l'Irak, si quelqu'un avait dit qu'il y aurait autant de sympathie pour l'Iran, on aurait eu du mal à le croire. Mais encore une fois, je peux comprendre pourquoi les Iraniens décident au moins de se retirer maintenant, parce qu'ils en ont assez de ces discussions. Il faut se rappeler que, si on remonte un peu, les États-Unis avaient accepté d'utiliser le plan en 10 points de l'Iran comme base de départ, puis ils ont tout annulé, et maintenant, ils réintroduisent peu à peu la violence, un peu comme à Gaza.
On parle d'un cessez-le-feu, mais on continue à tuer des Palestiniens chaque jour. Et là, c'est essentiellement la même chose. Les attaques contre le Liban se poursuivent, l'hostilité envers l'Iran aussi. En réalité, il n'y a pas de vrai cessez-le-feu. Donc ce qu'ils exigent des Iraniens, c'est en gros, vous respectez vos engagements et nous, on s'en va. Et je veux bien insister là-dessus. Il ne parlait pas de s'en servir contre quelqu'un, mais plutôt de montrer « on l'a, alors laissez-nous tranquilles », comme une façon de s'en servir pour dissuader une attaque future. C'est comme ça que j'ai compris leur intention. Encore une fois, on ne sait pas, est-ce que c'est le leur? Est-ce qu'on le leur a fourni? On sait que la Corée du Nord, par exemple, a aussi livré certains missiles. Et j'ai eu une discussion à ce sujet. Je ne me souviens plus avec qui. Mais au début, j'ai dit, eh bien, l'Iran ne peut pas frapper les États-Unis. J'ai dit, eh bien, si le dernier missile que possède la Corée du Nord, ils le fournissent à l'Iran, depuis Téhéran, ce missile peut atteindre San Francisco. Donc oui, il pourrait tout à fait frapper New York ou Washington. Alors oui, on entre dans un scénario qui paraît un peu fou, je sais. Mais encore une fois, mettez-vous à leur place. On sait comment l'Amérique a réagi après les attentats du 11 septembre et comment on a perçu cette attaque venue de l'extérieur. On a traversé la planète pour traquer et éliminer les responsables, du moins en théorie. Alors pourquoi penser que l'Iran ne ferait pas la même chose? Désolé mon chien. Eh, du calme. Pardon. Non, monsieur. Mais selon vous, qu'est-ce qui risque de se passer maintenant? Parce qu'encore une fois, pour être clair, l'Iran a déclaré qu'il se retirait des négociations et a plus ou moins averti qu'il était prêt à riposter contre Israël. Alors, à quoi faut-il s'attendre maintenant? Parce que, franchement, je ne vois pas comment on pourrait revenir sur la voie diplomatique. J'espère me tromper, mais le scénario le plus probable, c'est que l'Iran commence à lancer des missiles vers Israël. Les États-Unis devront alors décider s'ils s'impliquent à nouveau ou non. Et à ce moment-là, on se retrouvera dans une guerre totale. Oui, c'est peut-être bien là où on se dirige. Et cette fois, les pressions économiques qui pèsent sur l'économie mondiale vont devenir de plus en plus importantes. Il faut noter que Trump joue avec la question du pétrole, en affirmant que, soi-disant, l'Amérique est indépendante sur le plan énergétique. Eh bien, c'est pas vrai. Oui, pour le pétrole léger, d'accord, on est indépendant avec ce type de brut, mais il sert surtout à produire de l'essence, et peut-être du carburant pour l'aviation. Mais ce prix-là augmente, parce qu'il y a une pénurie d'environ 20% dans le monde. En revanche, le diesel vient du pétrole lourd, et les États-Unis en importent plus qu'ils n'en produisent. Ils en importent, ils n'en produisent pas assez. Il faut l'importer du Mexique, du Canada. Le Canada était la principale source. Maintenant, le Venezuela s'en procurait autrefois auprès des Saoudiens, qui eux pouvaient l'obtenir des Russes. Mais on a arrêté de commercer avec la Russie pour cette raison, et la Russie en envoie désormais davantage vers la Chine. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles, ici aux États-Unis, je ne sais pas quelle est la situation pour vous en Norvège, il y a une différence entre le prix de l'essence et celui du diesel. Chez nous, cette différence est d'environ 1,50 $ à 2 $, parce que le diesel doit être raffiné d'une autre manière et qu'il provient d'une autre source. Donc ce prix va continuer à augmenter. Et c'est là qu'on voit l'impact sur l'économie mondiale, parce que le prix des puces informatiques est en train d'exploser. Pourquoi? Parce que l'hélium, 44% venait du Qatar, ne sort plus. Et cet hélium, il est utilisé pour fabriquer les puces. Sans hélium, on ne fabrique pas de puces. Donc à mon avis,
tout ce nuage économique qui plane sur le monde va être un autre facteur à prendre en compte. On est dans une situation totalement inédite. On n'a aucun exemple historique auquel se référer. Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu, du moins dans l'histoire moderne, une période où l'on puisse dire, voilà, c'est là qu'on a perdu 25% de l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié, 20% du pétrole, 35% de l'urée et du soufre utilisés pour fabriquer les engrais et 44% de l'hélium. Et tout ça touche des secteurs très différents de l'économie. On n'a jamais connu un choc de cette ampleur, pas à ma connaissance. Je vous laisse le soin d'en juger sur le plan historique. Vous êtes bien plus qualifié que moi pour ça. Mais alors, comment tout cela s'inscrit dans le contexte de cette guerre? Aujourd'hui, l'Iran semble prêt à se réengager contre Israël, ne serait-ce que pour empêcher Israël d'attaquer le Hezbollah et le Liban. Après toutes ces années à rendre les économies plus efficaces, après des décennies de mondialisation, voir tout ça se défaire à une telle vitesse, c'est très déstabilisant. Mais on entend souvent parler de l'Iran dans le contexte de ces autres guerres de l'énergie. Par exemple, quand on s'en prend au Venezuela. J'entends souvent dire que les États-Unis, en tant qu'exportateurs d'énergie, vont gagner beaucoup d'argent grâce à ces pénuries. Que cela va, en quelque sorte, redonner de la force au pétrodollar, puisque les gens devront payer les États-Unis en dollars américains plus souvent. On évoque aussi leur capacité à couper la Chine, bien sûr, de l'énergie iranienne. Donc sur le plan énergétique, ce serait bon pour l'Amérique et mauvais pour la Chine, son principal concurrent. Est-ce que vous trouvez ça crédible ou est-ce que c'est juste une vision trop simplifiée des choses? Oui, c'est un fantasme occidental parce que, vous savez, regardez ce que la Russie et la Chine ont fait la semaine dernière. Elles ont continué à augmenter leurs achats d'or, à augmenter leurs achats d'argent. Et il y a seulement 2 jours, la Chine a vendu pour 41 milliards de dollars de bons du Trésor américain. Donc un montant vraiment important. Et tout ça arrive au moment où les Japonais vont eux aussi devoir vendre, parce que leur situation d'endettement devient de plus en plus grave. Ils doivent donc trouver du liquide, et pour ça, ils vendent ces obligations. Les achats de pétrole, eux, se font de plus en plus en yuan. Pas en pétrodollars, mais bien en yuan. Le yuan est donc en train de devenir presque le pétro-yuan. Et le pétrole que l'Iran exporte depuis le Golfe Persique est désormais vendu en yuan. La Russie aussi vend en yuan, pas en dollars. Du coup, le dollar commence à subir une vraie pression et on ne peut pas dire que la situation économique mondiale soit stable ou en bonne santé. Les gens de l'équipe Trump, je crois que j'en ai déjà parlé dans d'autres émissions, mais Danny Davis a fait une interview avec un géologue, un expert du pétrole qui s'appelle Art Berman. C'était vendredi dernier. Et franchement, c'est remarquable. Berman connaît vraiment son sujet. Il n'est pas politique, il n'est pas dans l'émotion. C'est un homme de fait, tout simplement. Mais quand il expose ses faits, on se retrouve à se dire « Ah, je ne savais pas ça ». Et donc, selon lui, on se dirige vers de vrais problèmes. Et donc, il commentait, tu vois, Kevin Hassett, le conseiller économique de la Maison-Blanche. Il avait affirmé en gros que le prix du pétrole allait redescendre, qu'on reviendrait à des niveaux normaux dans 4 ou 5 semaines. Et Berman a répondu, il ment, c'est tout simplement faux. Alors maintenant, on a ce nouveau facteur. Au lieu d'être, disons, à 2 doigts de la paix, on retourne vers la guerre. C'est ce que les signaux indiquent, à moins qu'il y ait un revirement complet de position. Et puis on a le porte-parole des gardiens de la révolution iranienne qui dit clairement, et il n'était pas du tout vague, « Vous, les habitants du nord d'Israël, partez pour votre propre sécurité. » Moi, je prendrais ça très au sérieux.
I would take that seriously. Oui, ça ne ressemble pas vraiment à un bluff, même si ça pourrait l'être. Enfin, ça n'aurait aucun sens. Mais ma dernière question concerne Israël. Pourquoi cet enthousiasme à vouloir relancer la guerre avec l'Iran? Parce que, d'après ce que j'ai compris, même d'après les déclarations de Tsahal, ils sont déjà complètement surchargés. Et ils savent aussi que les États-Unis, quelle que soit leur volonté de soutenir Israël, n'en ont tout simplement plus les moyens. 40 ans de guerre ont largement épuisé les États-Unis. Si les États-Unis ne peuvent pas atteindre leurs objectifs face à l'Iran et qu'Israël est déjà à bout, pourquoi se lancer là-dedans? Il y a énormément à perdre, dans ce qui semble être, assez clairement, un pari perdant d'avance. D'accord. Donc ton problème, c'est que tu es quelqu'un de rationnel, de logique. Tu ne réagis pas avec tes émotions. Je dis pas que tu n'en as pas, mais tu fais bien la différence entre ton cerveau et ton cœur. Israël, non. Et moi, d'après mon expérience personnelle, pour avoir travaillé avec eux, fait un peu de formation, j'ai donné une formation, tu sais, il y a une vingtaine d'années, à la police israélienne. Il y a un vrai problème d'arrogance. Ils partent du principe qu'ils en savent plus que toi, qu'ils sont plus intelligents et qu'ils maîtrisent la situation. Et même si tu peux objectivement t'asseoir avec eux et leur démontrer qu'ils ont tort, ils n'écouteront pas. And I mean, it's something as simple, and let me just illustrate with a semi-automatic pistol. Anybody that's familiar with that knows it has a magazine that holds ammunition. You put that into the magazine well, you grab the back of the slide, you pull it back, and then release it like a slingshot, and it chambers around. The Israeli army trains everybody not to do that. They walk around with an unloaded gun. And they wait until you've got a threat where you pull it out and then quickly cycle it to chamber around. Well, the reason they do that is their training. Eh bien, la raison pour laquelle ils font ça, c'est que leur formation est tellement mauvaise que par le passé, des gens finissaient par se tirer dessus eux-mêmes, simplement parce qu'ils mettaient le doigt sur la détente alors qu'ils n'auraient pas dû. Donc, au lieu de les former correctement, ils ont inventé cette méthode. Et pourtant, je peux leur montrer, chronomètre en main, que faire ça ajoute au moins une demi-seconde entre le moment où on dégaine et celui où on engage la cible. En plus, si la cible est proche, à portée de bras, pendant que vous essayez d'armer votre arme, elle peut la saisir. C'est juste un exemple, mais c'est exactement ce genre de mentalité qui se retrouve ici aussi. Ah oui, on va y aller et on va éliminer le Hezbollah. On va les arrêter. Et là, on se dit, oui, mais maintenant, ils ont renforcé leurs fortifications souterraines après l'expérience de 2006 et ils utilisent des drones FPV reliés par fibre optique. Le combat va être plus difficile. Et eux répondent, non, 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 pas du tout. Ils sous-estiment toujours l'ennemi. Alors je ne sais pas si ça aide à comprendre, mais c'est ce que j'ai constaté avec eux. Oui. Bon, je vois sur mon écran que les gardiens de la révolution iraniens ont annoncé avoir visé le navire américano-israélien MSC Sariska avec un missile de croisière. Donc, voilà, on y est. On dirait bien que c'est le cas. On y est. Eh bien, il semble maintenant plus probable qu'improbable que cette escalade ne puisse plus être arrêtée. Encore une fois, j'espère me tromper. Mais merci encore. Je sais que vous avez un emploi du temps chargé aujourd'hui, alors je vais vous laisser. Merci encore pour votre temps. Salut mon ami, j'apprécie toujours ton invitation Glenn Dizen. Merci beaucoup. Thank you so much.